Alors voilà, on va attaquer directement avec la vidéo dans un PDF interactif. Donc, pour trouver une vidéo, je suis par exemple allé sur le site archive.org et ici j'ai demandé pour avoir une vidéo de voiture. C'est ce que j'ai cherché dans le champ de recherche. Donc je suis tombé sur cette vidéo-là. Il y a différents formats dans lesquels vous pouvez télécharger cette vidéo, notamment le OGG qui convient quand on veut regarder une vidéo sur des smartphones. Il y a des formats spéciaux pour smartphone pour la vidéo. Et ce que j'ai téléchargé, moi, en fait, c'est le MP4. Donc si vous avez d'autres vidéos, vous pouvez les utiliser, surtout si elles sont en MP4. Sinon, voilà, l'adresse qui est là, qui est quand même assez facile, archive.org/details/car_1. Je l'ai simplifié ici avec Bitly, comme d'habitude. Comme ça, vous allez pouvoir taper ça dans un navigateur web et ça devrait vous amener vers la vidéo. Vous cliquez, quand vous êtes sur cette page-là, vous cliquez donc sur l'option de download MP4 et ça va vous le télécharger sur votre ordinateur. Vous le mettez bien dans un dossier correct, le dossier dans lequel vous allez mettre les éléments pour aujourd'hui. Donc vous avez téléchargé la vidéo du site archive.org avec cette URL Bitly que je vous avais fournie. Et vous allez donc dans InDesign et on va créer un document interactif. Bien. Ici, je vais un peu remettre en ordre les palettes, réinitialiser les indispensables. Bon, comme en cours de route, après avoir redémarré l'ordinateur, j'ai changé la langue de InDesign en cours de route, par une petite astuce. Pour ne pas devoir redémarrer l'ordinateur, d'abord quand j'ai démarré mon ordinateur tout à l'heure, InDesign était en anglais, puis je l'ai transformé en français sans redémarrer l'ordinateur. Et du coup, j'ai mes menus qui sont en français, mais il y a certaines choses qui sont restées en anglais chez moi. Notamment cette petite palette ici, mais c'est pas très grave. Voilà, donc on fait un nouveau document InDesign et on va aller vers un document de type web. Vous allez choisir le standard actuel quand on veut passer partout. Anciennement, c'était le 800 par 600, mais maintenant, quand on veut passer partout, on suppose que les gens ont au minimum un écran qui est capable d'afficher du 1024-768. Donc, il va sans dire qu'on ne fait pas du web redimensionnable ici. C'est du web avec une taille fixe. Pour ceux qui connaissent le web redimensionnable, c'est ailleurs dans InDesign qu'on peut en faire. Voilà. Notamment avec certaines palettes. Alors voilà, vous allez importer la vidéo. Donc fichier importé. Vous allez la chercher là où elle se trouve. Normalement, vous l'avez mise dans un dossier spécial pour aujourd'hui. Vous allez faire un clic et glisser pour la dimensionner. Voilà. Donc, le bloc n'a sans doute pas la bonne dimension par rapport à la vidéo. Peut-être que vous avez une zone à gauche, à droite, ou alors en haut et en bas, c'est pas grave. Donc vous allez dans Objet, Ajustement, ajuster le bloc au contenu. Objet, Ajustement, ajuster le bloc au contenu. Ou alors vous avez aussi des icônes là au-dessus qui permettent de faire ça. Il y a certaines icônes qui vont vous permettre de faire ça. Ajuster le bloc au contenu, ça doit être celle-là en fait. Voilà. Cette icône-là, comme son nom, comme son dessin l'indique, c'est des flèches qui se rapprochent de l'objet qui est à l'intérieur du bloc. Voilà, comme ça vous avez recadré, enfin pas recadré, vous avez resserré le bloc autour de la vidéo.
Alors je vous dis tout de suite, il n'est pas possible de recadrer la vidéo dans InDesign, comme vous pouvez le faire avec les images. Laisser tomber une partie de l'image, c'est possible, mais une partie de la vidéo, non. Vous allez avoir l'impression que ça fonctionne si par exemple vous vous dites tiens il y a trop de sol ici, quoique la voiture va arriver à cet endroit-là à un certain moment. Hein. Si vous prenez la poignée et que vous recadrez comme ça, vous avez l'impression que ça fonctionne, mais dans le PDF, elle va apparaître entièrement parce que la vidéo s'affiche sur une couche spéciale du système d'exploitation. C'est donc au niveau informatique, quand on joue une vidéo sur un ordinateur, c'est une couche spéciale du système d'exploitation et ça affiche la vidéo en entier. Donc si vous voulez que la vidéo soit recadrée, il faut la recadrer à l'avance. Donc ici, je vais annuler le recadrage que j'ai fait parce que je sais que ça ne fonctionnera pas de toute façon. Annuler et redimensionner l'objet. Alors comment est-ce qu'on recadre? Il y a notamment Adobe Media Encoder. On l'utilise souvent pour exporter en sortie, mais il ne faut pas oublier qu'aussi en entrée, on peut faire des choses sur les vidéos qu'on amène dans Adobe Media Encoder. Donc forcément, si vous avez la suite Adobe, vous avez Adobe Media Encoder. Sinon, il y a d'autres logiciels pour recadrer, notamment un petit utilitaire assez connu. Vous connaissez son nom? Un petit utilitaire pour manipuler les vidéos? Non? Alors, je suis en train de le chercher là dans ma barre sur le côté. Je vais le trouver. Je crois qu'il est plutôt sur le dessus là. Parce que je ne l'utilise pas souvent en fait. Il s'appelle Handbrake. Et c'est l'icône d'un petit ananas. Bah tiens, il n'est plus là. Misère, j'ai trop de choses moi. Voilà, il est là. Donc ce petit logiciel est connu, il permet de faire sur le Mac de la manipulation de vidéos, recadrage notamment. Donc il faut s'y intéresser éventuellement. Voilà. N'y voyez rien de vicieux, c'est juste un ananas. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un ananas d'ailleurs. Donc, ça date de bien avant la signification que vous connaissez pour les ananas. Ok, donc on va peut-être voir tout à l'heure si vous avez Adobe Media Encoder. Est-ce que vous me confirmez? Est-ce que vous avez Adobe Media Encoder installé? Alors voilà, on va essayer un export en PDF interactif. Bon, vu que Flash n'est pas installé sur vos ordinateurs, il est possible que ça ne fonctionne pas dans le PDF interactif, même en l'affichant plein écran. La vidéo ne fonctionnera pas, mais on va tester. Et j'ai une solution de rechange pour que vous puissiez quand même voir ce que ça donne, l'interactivité qu'on va créer sur les pages là. On va voir. Alors, oui, parce que la fois passée, nous avions fait des navigations dans les pages, des apparitions de boutons. Là, ça a fonctionné, mais on va voir. Donc, fichier exporté. Exporté, évidemment, en PDF interactif. C'est le format. Dans la boîte qui apparaît quand j'enregistre le PDF, ce qu'il va falloir faire, c'est demander d'ouvrir en mode plein écran et d'afficher après exportation. Voilà. En ce qui concerne les transitions de page, on ne s'en occupe pas, c'est quelque chose qu'on verra. C'est intéressant, quand on sait les utiliser d'une certaine manière, ça peut donner très bien. Quelle page on exporte? Ben, c'est toutes, il n'y en a qu'une seule. Et voilà. Donc, allez-y, exportez. Donc, tout de suite, le PDF est créé parce qu'il est minuscule, évidemment. Et Acrobat Pro ou Acrobat Reader vous prévient, tiens, ce document que vous essayez d'ouvrir, ben, il veut se mettre en mode plein écran, est-ce que vous autorisez ça? Ben, on va répondre oui. C'est une sécurité. Les PDF ne se mettent pas automatiquement sans votre consentement en mode plein écran. Voilà. Il y a un petit message de préparation du fichier pendant une seconde, et puis voilà, vous avez votre page avec votre vidéo. Donc vous avez le bandeau jaune qui vous indique que Flash n'est pas installé sur l'ordinateur, malheureusement. Et quand vous cliquez sur la vidéo, est-ce qu'elle s'active? Est-ce qu'elle démarre comme ça? C'est le cas de le dire, c'est une voiture qui démarre.
Non, ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas fonctionner? Ok, bon. Mais écoutez, les 2-3 minutes qui vont suivre, alors vous allez regarder la démonstration que je vais faire, vous la réessayerez chez vous, et puis on va passer à quelque chose que vous arriverez à faire. Quelque chose que vous arriverez à faire. Touche Escape, je sors du plein écran, je ferme le PDF, je reviens dans mon InDesign. Alors voilà, dans InDesign, je sélectionne la vidéo, et je vais dans le menu Fenêtre, Objet interactif, je vais jusque Multimédia. Faites ça aussi, même si vous n'allez pas pouvoir vérifier ce que ça donne, vous pourrez au moins voir à peu près où ça se situe. Menu Fenêtre, Objet interactif, Multimédia. Donc c'est un panneau qui me permet de faire différentes choses. Bon ben, vous avez ici une option lire au chargement de la, 3 petits points, de la page en fait. C'est bien fait quand même ces logiciels. Lire au chargement de la page. Ben évidemment, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand j'aurai un PDF à plusieurs pages, même un PDF à une seule page d'ailleurs, dès que j'arrive sur la page, la vidéo se lance toute seule. C'est plutôt ennuyeux de faire ça, parce que c'est assez agressif pour les personnes qui naviguent dans le document. Ils passent sur une page et puis la vidéo se lance. Enfin, surtout s'il y a du son assez agressif dans la vidéo. Voilà. Donc, ça peut être une bonne idée de plutôt laisser le choix à la personne d'arriver sur la page calmement et puis de lancer la vidéo elle-même en cliquant. Donc, j'hésiterais d'utiliser ceci. Par contre, pour un son d'ambiance, ça peut être bien. Quand on veut mettre un son d'ambiance sur une page, ce sera à peu près le même principe. Ce sera aussi par le panneau multimédia, sauf que, évidemment, vous n'aurez pas l'image du son. Ça peut à ce moment-là être bien qu'il se lance au moment où on arrive sur la page le son d'ambiance. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il est possible de mettre un son d'ambiance sur tout un document et pas seulement sur une page? C'est un peu compliqué, mais c'est possible. Sinon, par défaut, les sons et les vidéos, elles fonctionnent sur la page sur laquelle on est. Avoir un son qui continue alors que je suis passé à la page suivante, c'est pas si évident que ça dans un PDF. En boucle, ben on vous dit en boucle, c'est hors PDF. Ben évidemment, ça veut dire que si vous exportez le document InDesign en Flash ou en HTML, vous aurez une vidéo qui va tourner en boucle. Ça peut être bien si elle est prévue pour ça. S'il y a un raccord entre le début de la vidéo et la fin, on a l'impression qu'il y a un objet qui tourne en permanence, par exemple. Vous avez comme ça des animations générées par des logiciels 3D et on peut faire ça très bien. Mais ça ne marchera pas dans un PDF de le faire fonctionner en boucle. Donc si vous voulez qu'une animation, une vidéo fonctionne en boucle dans un PDF, il faudra faire un montage vidéo avec la vidéo. Il faudra la mettre plusieurs fois à la suite l'une de l'autre. Votre vidéo de 10 secondes, vous la mettez 10 fois à la suite l'une de l'autre, ça vous fait 100 secondes de vidéo. Voilà, c'est une petite astuce, il n'y a pas le choix. Alors, l'affiche de l'image en cours, ben, ça veut dire comment est-ce que votre vidéo apparaît dans le document avant que la personne ne lance la vidéo, avant que la personne ne la démarre. Ben, vous avez la possibilité ici avec le petit curseur, allez-y, de choisir quelle est l'image de la vidéo qui vous semble la plus intéressante. Et voilà, par exemple, ça je trouve que c'est pas mal. Et alors je vais faire en sorte que l'image de la vidéo dans le document ici devienne ça. En cliquant sur la petite icône ici de mise à jour. Voilà, donc ma vidéo se présente comme ça. Vous avez le choix donc de la vignette. Alors l'image en cours, oui, parce qu'en fait votre vidéo elle ne démarre pas tout de suite, c'est ce qu'on avait dit, on ne va pas cocher lire au chargement de la page, donc ce sera cet extrait de la vidéo, mais vous pouvez aussi aller chercher une image qui est sur le disque dur et qui servira de vignette. Donc qui peut, évidemment, une image qui ne fait pas partie de la vidéo, ça peut être juste une explication, ça peut être aussi un texte que vous avez créé et que vous avez enregistré sous forme d'image pixel. Un texte qui dirait « Cliquez sur cette superbe vidéo pour voir cette vieille bagnole tourner en rond ». Enfin, voilà. Mais, donc voilà, je vous explique à peu près à quoi ça correspond, mais vous auriez deviné certainement par vous-même aussi. Alors, barre de contrôle. Alors, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure dans mon
PDF interactif, il n'y avait pas de barre de contrôle. Quand je cliquais sur la vidéo, elle se lançait, mais je ne pouvais pas mettre en pause, je ne pouvais pas voyager dans la vidéo. Donc ça peut être une bonne idée de mettre une barre de contrôle. Donc c'est ici que ça se choisit. Et alors on a différentes barres de contrôle avec seulement certains boutons, mais si vous choisissez Skin Over All, vous aurez normalement toutes les fonctions qui seront là. Et la barre de contrôle apparaîtra quand la vidéo va jouer, quand vous l'aurez lancée. Mais si vous voulez qu'elle apparaisse avant que vous lanciez la vidéo, quand vous survolez la vidéo, il va falloir cocher ça, afficher la barre de contrôle au survol de la vidéo. Les points de navigation sont des manières, mais ça, il y a ça sur YouTube aussi. Si vous êtes un peu habitué de YouTube, vous savez que si vous êtes créateur sur YouTube, vous pouvez mettre des points de navigation, c'est-à-dire il y a une vidéo qui a différents endroits intéressants, différentes parties. Vous pouvez, avec un bouton, arriver directement à cette partie-là. En fait, c'est des points de navigation. Mais ça, on ne va pas faire tout de suite. Voilà. Ici, je vais enregistrer mon document parce que je ne suis même pas certain de l'avoir enregistré jusqu'à présent. Je vais l'appeler vidéo-01.indd. Je vais l'exporter. Et normalement, quand ce PDF va s'ouvrir dans Acrobat, il va se mettre plein écran parce que c'est décidé ici, bien sûr. Voilà, je réponds oui. Et alors, si je survole, ça ne fonctionne pas, c'est toujours bien. Voilà, c'est quand j'ai cliqué et que la vidéo se lance que la barre arrive quand on survole. D'accord, donc je vous ai un peu enduit dans l'erreur parce que avant que la vidéo ne soit lancée, la barre de contrôle n'apparaît pas, de toute façon. Mais les barres de contrôle, vous allez voir qu'on va en faire nous-mêmes. Vous n'allez pas utiliser la barre de contrôle nécessairement ici, un peu basique. Il y a beaucoup plus génial à faire dans InDesign. Enfin voilà, vous avez le play, pause, le stop, aller en avant, aller en arrière. Mais ici, la vidéo est tellement petite que ça ne marche pas très bien. Le mode plein écran. Enfin voilà. Qui ne veut pas fonctionner ici. Ok. Voilà, mais oubliez en fait ces barres de contrôle qu'on peut mettre dans InDesign. Je vais fermer ici, je touche Escape, je ferme le document. Ici, je reviens dans InDesign, je sélectionne la vidéo et la barre de contrôle, je ne vais pas mettre de barre de contrôle, donc 100. Parce qu'on va faire nous-mêmes nos contrôles en fait. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quoi, du texte, des images, des boutons, pour contrôler la lecture, la pause, la navigation dans la vidéo, avec des points de contrôle dans ce cas-là. Oui, on va faire ça. Alors, pour visualiser l'interactivité, puisque la vidéo ne fonctionne pas dans votre PDF, puisque Flash n'est pas installé sur votre ordinateur, vous allez utiliser un panneau de InDesign qui normalement est prévu quand on fait une exportation de livres interactifs, de e-book, qui est quelque chose qui se casse franchement la gueule ces derniers temps. Hein. Donc on est en 2018 et les e-books, on peut dire, c'est quasiment fini, c'est enterré, ça ne marche pas. Donc c'est une technologie qui a suscité des espoirs, mais maintenant c'est plutôt le désespoir. Allons quand même voir cette fenêtre. Menu fenêtre, objet interactif. Et vous avez aperçu de l'interactivité EPUB. EPUB et e-book, la différence. Le EPUB est une technologie qui permet de faire des e-books. Mais il y a d'autres moyens de faire des e-books, en fait, des livres interactifs. Donc parmi toutes les technologies qui permettent de faire des livres interactifs, vous voyez, ce sont des documents qui présentent du texte lisible sur écran, sur tablette, sur smartphone, avec de l'interactivité. On ajoute des choses, de la vidéo, du son. Ce n'est pas juste un scan de livre dont on tourne les pages. Hein.
Parmi toutes les technologies qui permettent de faire des livres interactifs, il y en a une, c'est le EPUB. Voilà. Sinon, on peut faire des e-books, des livres interactifs avec les systèmes Aquafadas, des systèmes qui servent à faire des magazines interactifs. Hein. Aquafadas qui est là, voilà. C'est un module qu'on ajoute à InDesign. Je vous invite, si vous voulez faire des magazines interactifs, des choses interactives pour tablettes et smartphones. Bien sûr, Flash ne fonctionne pas sur smartphone, sur tablette, il faut faire ça en HTML. Et c'est un HTML particulier avec ce qu'on appelle un manifeste au début du HTML. Donc, ce n'est pas des bêtes pages HTML. Eh bien, on a par exemple Aquafadas, c'est gratuit. C'est gratuit de l'installer, de l'apprendre, de tester ça dans InDesign. C'est un module gratuit. Vous allez payer uniquement à partir du moment où vous allez mettre votre document interactif sur les serveurs qui vont permettre aux gens, avec leur smartphone, leur tablette, de télécharger l'application. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a le système DPS de Adobe, mais qui maintenant n'est disponible que dans la version professionnelle de la suite Adobe. Qui est une version entreprise en fait, version entreprise de la suite Adobe, qui est une version qui coûte beaucoup plus cher que la version normale de la suite Adobe. Vous avez Twixel qui permet de faire ça, vous avez une dizaine de solutions qui permettent de faire des documents interactifs pour smartphone et tablette. Aquafadas, c'est pas mal, c'est une référence, c'est assez gros, c'est la boîte Rakuten, ça a été racheté par la boîte Rakuten, vous connaissez peut-être ceux qui font Viber. C'est une grosse boîte japonaise, 20 000 employés. Voilà, ils font pas que Viber et ils ont plein de choses. Ok, donc voyons un peu, vous avez donc cette boîte, cette fenêtre d'interactivité EPUB que vous pouvez agrandir bien sûr. Voilà, ça peut être intéressant de l'agrandir. Et alors, elle ne montre rien, mais il faut lancer la lecture. Voilà, comme si vous arriviez sur la page, il faut lancer la page en fait, avec le petit bouton de lecture là en bas à gauche. Et là, vous avez votre vidéo. Et vous avez une barre de contrôle qui s'est mise dessus pour le EPUB d'office. Dans la technologie EPUB, une vidéo a une barre de contrôle comme ça. Mais on ne va pas en tenir compte, nous. Donc, ne tenez pas compte de la barre de contrôle. On est bien d'accord que ce document, cette vidéo, si je l'exporte en PDF interactif, avec l'option ici, barre de contrôle 100, il n'y a pas de barre de contrôle dans le PDF. Donc, et pourtant, dans l'aperçu ici, on a une barre de contrôle. Donc, vous allez devoir faire abstraction de ça, vous dire que tiens, ok, elle est là, mais je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser autre chose pour contrôler la vidéo. Bien, alors ici, on va commencer en faisant des contrôles de vidéo assez simples. Je vais par exemple faire un triangle dans InDesign sous la vidéo, pour faire évidemment le bouton lecture. Après, on peut aller chercher des images sur le web pour faire ça aussi. Donc, je vais par exemple utiliser l'outil Polygone qui se cache derrière le rectangle. Voilà. Je vais, voyons un peu ce que je me souvienne comment ça fonctionne. Oui, ici, on n'est pas dans Illustrator, donc ça ne marche pas comme dans Illustrator. Donc, avec l'outil Polygone, vous cliquez sur le document et vous allez choisir de faire un polygone à 3 côtés. Ok, et voilà, vous avez un triangle. Bon, le triangle, on va le faire pointer vers la droite. Donc, avec l'outil de transformation manuelle, vous positionnez le pointeur à côté du triangle. Avec la touche majuscule, la touche Shift enfoncée, vous allez faire un cliquer glisser pour le tourner parfaitement comme ça. Vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche Shift. La touche Shift est une touche de contrôle, de contrainte. Donc, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Donc, je récapépète avec l'outil de transformation manuelle. Touche majuscule enfoncée, je la garde enfoncée, je clique et je glisse et ça tourne. Voilà. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de tourner ici à 90 degrés si vous voulez, de manière paramétrée, c'est-à-dire en entrant des chiffres. Voilà. Bien, on va mettre une couleur à ce bouton.
Donc, une bonne idée dans InDesign, c'est de créer les couleurs pas à la manière de Photoshop, pas en double-cliquant sur la case de fond, parce que ça vous crée une couleur qui n'a pas de lien avec l'objet. Il vaut toujours mieux, dans InDesign, ne pas faire à la manière Photoshop, mais faire plutôt à la manière InDesign. Donc, on va chercher dans le menu Fenêtre, Couleurs, Nuancier, on va chercher la palette Nuancier. Alors remarquez au passage que ce sont toutes d'office des couleurs RGB qui sont dans le nuancier puisqu'on a démarré d'un document web. Il ne serait pas interdit de mettre des couleurs CMJN dans ce document web. À l'exportation, elles seraient transformées en RGB. Bon, ok, vous allez créer une nouvelle couleur. Voilà. Vous déterminez la couleur du bouton. Quand vous avez la bonne couleur, si vous voulez modifier la luminosité, c'est avec la touche majuscule. On prend un des trois curseurs et ça modifie la luminosité. Faites pas du blanc. Ok. Voilà. Et je vais attribuer cette couleur en tant que couleur de fond. La case de fond est en avant-plan. Couleur de fond à ce triangle. Alors, je vais mettre un effet de biseau, de chanfrein sur ce triangle, mais je préviens tout de suite, ça va être moche, parce qu'à notre époque, on fait du flat design, on ne met plus d'effets spéciaux, de chanfrein comme ça. Mais bon, ou alors je pourrais faire un effet de trou éventuellement, comme si c'était un trou. Je vais tester, je vais voir ça. En tout cas, votre objet doit être sélectionné. Et bon, si vous aviez besoin d'effets spéciaux plus poussés que ce que InDesign propose, bien sûr, vous allez faire ça dans Illustrator ou Photoshop et puis vous l'importer en tant qu'image. On testera ça plus tard. Mais là, on va utiliser quand même les effets spéciaux dans InDesign, qui sont évidemment moins forts que ceux de Illustrator ou Photoshop. Objet, effet, transparence. C'est par là que je rentre dans les effets spéciaux. Objet, effet, transparence. Mais je ne vais pas modifier la transparence, en fait. Je vais aller voir ce qui se passe si je mets une ombre interne, par exemple. Ombre interne, je coche la case aperçue. Voilà, ben voilà, ça donne un effet de trou, éventuellement. Ça peut donner un effet de trou, mais elle est un peu grande, en fait. Vous allez devoir gérer éventuellement la distance. Voilà, le décalage. La taille. Ok, donc voilà, petit effet spécial. Finalement, j'ai pas mis de biseau. J'ai fait un effet comme si c'était un trou. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est un effet spécial, voilà. Bien, alors, dans InDesign, il y a quelque chose qui est très intéressant, ce sont les styles d'objets qui vont permettre de stocker des caractéristiques d'un objet pour pouvoir les appliquer sur un autre. Donc, il y en a qui connaissent sinon un autre système pour transférer des caractéristiques d'un objet vers un autre, c'est la pipette ici, qui permet de faire ça aussi. Mais donc, moi ici, je ne vais pas utiliser la pipette qui ne sert pas qu'à prélever les couleurs dans InDesign. Et moi, je vais utiliser ici vraiment le style d'objet, je préfère. Il y a plein de manières d'utiliser InDesign. Je crois que j'ai même vu un bouquin qui parlait de la création de mise en page en utilisant beaucoup le système de la pipette. Oui, il me semble avoir vu ça. Bon, voilà, chaque approche est valable. Alors, menu fenêtre, style d'objet. Fenêtre, style d'objet. Donc, on voit qu'au départ, mon objet avait le style standard, mais il a été modifié, il y a un petit signe plus. Donc je vais créer un nouveau style au départ de ça, au départ du style standard modifié.
En ayant donc l'objet sélectionné, menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Je vais appeler ça contrôle vidéo. Et alors un truc qui serait intéressant, parce que je veux transférer cet objet, ce style, cet aspect, ce style, je veux le transférer sur d'autres objets, mais par contre la couleur, je vais la décocher ici parce que je veux pouvoir mettre des couleurs différentes aux autres objets. Ils auront cet effet d'ombre interne, mais pas la couleur. Donc si je décoche ceci, normalement, la couleur verte là ne sera pas transférée sur les autres objets. Ok, voilà. Ok, quand j'ai créé le style, j'avais oublié de cocher « Appliquer le style à la sélection », donc il ne serait pas mauvais que cet objet utilise le style qu'il vient de créer. Voilà, vous cliquez sur le nom du style. Alors voilà, on va créer un rectangle à côté. Donc je reprends l'outil rectangle. Un rectangle... Ah tiens, les repères commentés ne sont pas affichés. Je vais peut-être les afficher là. Menu affichage. Affichage. Et alors les repères commentés. Affichage gris et repères. Repères commentés, ah si, ils sont là. Bon, on va voir. Je vais d'abord faire l'objet. Donc, ah oui, c'est au moment où je crée l'objet qu'ils apparaissent. Cliquez, glissez, voilà. Un rectangle vertical comme ça. Avec la flèche noire, je vais aller le modifier. Oui, on arrive à le mettre exactement à la même hauteur que le triangle, bien que entre la hauteur mathématique et la hauteur qu'il a visuellement, il y a une différence. Je veux dire, parfois, pour donner l'impression qu'il est vraiment à la même hauteur, il faudra qu'il n'ait pas à la même hauteur. On se comprend. Voilà. Vous avez fait votre rectangle, ok, on peut lui donner n'importe quoi comme couleur. Je vais lui donner la couleur, une couleur orangée, par exemple. Voilà, je vais le dupliquer, touche Alt, cliquez, glisser, majuscule pour le déplacer parfaitement en horizontal. Je lâche le bouton à souris. Voilà mon bouton pause en fait. Ce sera mon bouton pause. Alors, je vais sélectionner les deux barres du bouton pause et lui appliquer le style contrôle vidéo. Et voilà, ça marche. Comme prévu, la couleur ne change pas, puisque dans le style d'objet que j'ai appelé contrôle vidéo, j'avais décoché la couleur de fond. Alors, par la suite, on va pouvoir modifier l'opacité de l'ombre, l'orientation, tout ça sur tous les objets qui utilisent ce style. C'est ça l'intérêt du style d'objet. Bien. Bon, ben faites maintenant un rectangle, pardon, un carré pour faire le bouton stop. Bon, ben je vais le démarrer d'une des barres du bouton pause, moi. Touche Alt, je déplace, voilà, puis voilà. Avec les repères commentés, on arrive à faire un carré parfait. Je vais le mettre en rouge, par exemple. Bon, c'est un rouge un peu fort. Un peu moins fort, voilà. Ok. Voilà, j'ai 3 boutons pour faire mes contrôles vidéo. Et vous allez remarquer qu'il va en falloir 4 en réalité, pour que ça fonctionne bien. Donc vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez pour contrôler une vidéo. Alors je parle de boutons, mais ce n'est pas encore vraiment des boutons. Alors, ça pourrait être donc des images pour faire des choses pour les enfants, c'est très bien. Vous pourriez vous servir d'images. On clique sur l'image d'un animal et ça, il fait quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe sur la page. Ou sur un objet, enfin peu importe. Il y a plein de choses à faire, avec des choses basiques qui datent vraiment des débuts du HTML. Vers le début des années 90, le HTML, au tout début, avec ses fonctions basiques, permettait de faire déjà beaucoup de choses avec un peu de réflexion. Tout ce qu'on est en train de faire là, en fait.
au niveau interactivité. Ok, on transforme ça en bouton. Alors attention, si vous sélectionnez vos deux barres qui vont faire la pause là, et que vous les transformez en boutons, vous allez obtenir deux boutons. Il faut d'abord grouper ces deux barres ensemble. Donc on les sélectionne toutes les deux, on fait objet, associé. Voilà, on a un petit pointillé qui indique qu'il s'agit d'un bouton, donc une fois qu'on les a associés. Et voilà. Ensuite, vous allez dans le menu fenêtre, objet interactif, boutons et formulaire. Et vous allez sélectionner le tout en fait, hein, le bouton lecture, le bouton pause, le bouton stop. On les transforme en boutons, voilà, vous obtenez 3 boutons. Un, 2 et 3 boutons. Et évidemment, on va leur mettre des fonctions différentes à chacun. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Voilà, alors le bouton de pause, on va le dupliquer. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je vais avec la touche Alt le déplacer en bas là. Voilà. Parce qu'on a besoin de 2 boutons pause. Alors le premier bouton de lecture, je le sélectionne et qu'est-ce qu'il va faire? Oh bah tiens, je vais l'appeler en fait reprise, ça va être son nom. Reprise. Parce qu'en fait, voilà, reprise au moment où on relâche la pression sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire comme script? Vidéo. Voilà, il va contrôler une vidéo. Quelle vidéo? Il n'y en a qu'une seule, c'est simple, c'est celle-là. Celle qui est sur la page. Et qu'est-ce qu'il va faire sur la vidéo? Il va faire non pas une lecture, c'est ça qui est subtil, il va faire une reprise de la lecture. Reprise de la lecture. Bien. À ce stade-là, je vais enregistrer, je vais déjà tester pour voir si ça fonctionne, ce bouton. Donc, par mon panneau aperçu de l'interactivité EPUB, donc menu fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité EPUB. Par ce panneau-là, je vais lancer la lecture sur la page, enfin rafraîchir le contenu de la page. Voilà, mes boutons apparaissent. Quand je survole le bouton lecture ici, on voit qu'il il est actif. Et quand je clique sur lui, il lance la vidéo. C'est parfait. Bon, par contre, bien sûr, les autres ne font rien du tout. On ne leur a pas encore donné d'action. Extraordinaire, hein? En français, je crois que ça s'appelle un baraki et en américain un redneck. Vous connaissez ça? Un coup rouge. Je trouve que c'est bien comme expression. Alors voilà, continuons. Le bouton stop, bien sûr, il va servir à stopper. Donc, je vais l'appeler stop. Je suis pas certain qu'on va le garder celui-là parce qu'avec juste la lecture et la pause, ça suffit. En fait, ce sera surtout un bouton qui va servir à revenir au départ. On changera peut-être sa forme et son nom pour que ça corresponde. Alors, comme script d'action vidéo, et je vais faire arrêt. Voilà. Ah oui, au passage, vous voyez qu'on a la fonction lire à partir du point de navigation. Donc, dans le panneau multimédia, si on a fait des points de navigation dans la vidéo, on peut faire différents boutons pour accéder directement aux différentes parties de la vidéo. Et donc ici, c'est arrêt.
Ensuite, je teste d'abord, je reload la page, je la mets à jour, voilà. Donc, tour de lecture. Oui, comme vous voyez, le bouton stop, il remet au départ en fait, hein, la vidéo. Donc c'est pas vraiment un bouton stop. Bon, il suffira de mettre un texte éventuellement dedans, revenir au début, un truc comme ça. Mais franchement, il sera pas, on va même le baquer à la fin, il ne sera pas nécessaire. Comme ça, vous voyez comment il réagit en fait à ce bouton stop. Il vous ramène vraiment au début, chaque fois. Mais en même temps, il stoppe, donc ça marche. Alors voilà, le bouton pause ici. Le bouton pause, celui du dessus, je le sélectionne. Et je vais l'appeler pause, entre parenthèses, pause. Voilà. Il va agir sur la vidéo. Et il va faire une pause. Donc voilà, le bouton pause du dessus, il sert à mettre en pause la vidéo. Bon, ben testons. C'est toujours bien de tester au fur et à mesure. Sinon après, si ça ne marche pas, il faut arriver à trouver où ça foirait. Donc, lecture, pause. Quand je reclique dessus, ça ne redémarre pas. Vous remarquez ça? Pour arriver à redémarrer, vous connaissez la logique, vous utilisez tous des appareils comme ça. Je suppose que quand vous avez appuyé sur un bouton pause, si vous voulez que ça recontinue, vous réappuyez sur le même bouton. On est d'accord ou pas? Parce que les logiques peuvent changer d'une époque à l'autre. Hein. Parce qu'ici, pour redémarrer la lecture, il faut réappuyer sur le bouton lecture. Il se transforme en play, quoi. Il y a comme une transition. En fait, c'est le bouton play qui... Et en effet, actuellement, quand on appuie sur la vidéo YouTube, par exemple, quand on appuie sur le bouton play, il se transforme en pause. C'est une bascule comme ça. Mais avec ce qu'on va apprendre ici, vous arriverez à faire cet exercice. Donc, ce sera un bel exercice, oui. Ok. Donc, voilà, ça fonctionne plus ou moins, parce que moi, j'aimerais bien que quand je réappuie sur le bouton pause, parce que je suis un vieux, ben, ça redémarre. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible de dire, tiens, une fois que j'ai appuyé sur un bouton, sa fonction change, il fait autre chose. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est utiliser l'autre bouton pause. Je sélectionne l'autre bouton pause, que je vais appeler pause, entre parenthèses, reprise, parce qu'en fait, lui, ben, il a un aspect de bouton pause, mais ce qu'il va faire, c'est une reprise. Choisissez pas lecture, parce que là, ça lit d'office du début de la vidéo. Non, c'est à partir du moment où, là où la vidéo s'est arrêtée, on va reprendre. Voilà, reprise. Voilà, je teste dans la fenêtre aperçue de l'interactivité. Je relance oui, je recharge le document tel qu'il est maintenant. J'appuie sur le bouton lecture, sur le bouton pause. Si j'appuie sur le bouton pause d'en dessous, ça redémarre de là où c'est arrivé. Voilà. Donc j'ai bien deux boutons pause qui fonctionnent. Parfait. Ok, on est d'accord? Techniquement, ça fonctionne? N'oubliez pas d'enregistrer votre document sous un nom différent régulièrement. Alors voilà. Lequel des deux boutons pause j'utiliserai en premier? Ben, celui du dessus, qui met en pause. Celui du dessous, il n'a pas besoin d'être là au départ. Donc, je le sélectionne ici et je vais cocher l'option « Masquer jusqu'au déclenchement ».
Le bouton pause du dessus, je le sélectionne. En plus de mettre en pause la vidéo, il va se masquer lui-même, il va se faire disparaître et il va faire apparaître l'autre bouton pause. Ah ah. Donc, le bouton pause du dessus, je lui mets une fonction afficher, masquer les boutons et les formulaires. Il se masque lui-même, donc il faut un œil barré ici en phase de pause, entre parenthèses pause. D'où l'intérêt de bien nommer ces boutons, sinon on ne s'y retrouve pas. Et il fait apparaître l'autre bouton pause qui était masqué jusqu'au déclenchement. Le fait de le faire apparaître, ça le déclenche en fait. Le fait de cliquer sur ce bouton-ci va non seulement mettre en pause la vidéo, mais va aussi... il va se faire disparaître et il va faire apparaître le bouton d'en dessous qui s'appelle pause reprise. Mais l'autre, il va faire l'inverse. C'est le bouton pause d'en dessous. J'ajoute une action de masquer les boutons et formulaires. Il va se masquer lui-même quand on clique sur lui. Donc, œil barré en phase de pause reprise. Et il va afficher l'autre. Voilà. Il faut tester ça. Donc, d'accord. Eh bien, ça a l'air de fonctionner. Impeccable. Si ça ne fonctionne pas, il faut le dire tout de suite. Ok, alors bien sûr, les deux boutons pause, je les sélectionne tous les deux et je vais les mettre au même endroit. Ils vont se superposer parfaitement. Donc une astuce pour arriver à les superposer parfaitement, c'est d'utiliser les fonctions d'alignement qui sont là, dans le panneau là au-dessus, qui sont également dans le panneau objet et mise en page, fenêtre, objet et mise en page, alignement. C'est la même chose en fait. Donc je les aligne parfaitement, leur centre, horizontalement et verticalement. Donc là et là. Donc ils sont tous les deux parfaitement superposés. À un certain moment, si je dois travailler sur l'un ou l'autre, je devrais utiliser donc la palette des calques pour avoir accès à l'un ou l'autre. Voilà, si je veux travailler sur pause-pause, je clique sur le carré là. Et si je veux travailler sur pause-reprise, je clique sur le carré là. Voilà, alors c'est très intéressant, ça permet de comprendre un peu comment ça fonctionne. Un bouton peut non seulement faire une action sur quelque chose, mais en même temps il peut se masquer lui-même et en faire apparaître un autre sans qu'on le voie réellement. Bon, on teste. Donc lecture, pause. Voilà, parfait. Et le bouton pour revenir au début, qui ne fonctionne plus. Toujours agréable quand ça ne marche pas. Oui, c'est pendant que ça lit en fait. Ok. Parce que si on est en pause, le bouton stop ne marche pas. Logique, quelque part. Bon, ben c'est bien. Avec ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça. Par exemple,
J'ai un dessin, c'est pour les enfants, c'est un truc interactif pour les enfants. Il y a un ballon. Voilà, je peux cliquer sur le ballon, il devient plus gros. À chaque fois que je clique, il grossit, mais en fait, il disparaît et fait apparaître un ballon plus gros, quoi. Et puis à un certain moment, c'est l'explosion, quoi, par exemple. Voilà. Ça peut être un exercice sympa à faire. Ou alors on peut aussi avoir une pompe à ballon sur laquelle on clique et le ballon grossit. Ça, c'est un autre système. Avec ces principes de base de programmation de boutons, on peut faire beaucoup de choses, et avec beaucoup d'imagination, avec un peu d'imagination, on peut faire beaucoup de choses. Il faut juste être décoincé et oser. Ok, alors si on tentait de faire en sorte que quand on survole les boutons, avant de cliquer sur eux, on suppose qu'on est sur un ordinateur, pas sur un smartphone ou une tablette, bien sûr. Quand on survole le bouton, il s'agrandit. Comme ça, ça donne un peu de vie. On avait fait ça, je pense, non? Bon, ben ça, vous savez faire alors. Je commence par le bouton de lecture ici. Je vais dans le panneau bouton et je vais lui créer un effet de survol en cliquant sur le mot survol. Voilà. Donc pour l'instant, je suis en train de voir l'effet de survol. Enfin non, j'ai créé un effet survol en cliquant sur le mot survol. Je vais aller spécifiquement travailler sur le survol. Et pour ça, j'ai besoin de la palette des calques qui va me permettre de vérifier que je travaille bien sur le bon objet. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais dupliqué l'objet, là. C'est comme si j'avais dupliqué l'objet en cliquant sur le mot survol. Il y a deux objets dans le bouton. Donc dans la palette des calques, j'ouvre reprise. Je suis bien sur l'objet survol qu'ils appellent ici effleuré. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc c'est bien la survol. Si je cliquais sur le mot normal, c'est la partie normale du bouton de lecture là que je vois. Mais je travaille sur la partie survol. Avec les... Attendez, il faut vraiment sélectionner l'objet qui est à l'intérieur de effleuré. Voilà, j'ouvre effleuré ici. Le polygone, je le sélectionne avec le petit carré ici. Voilà. Donc j'ouvre l'effleuré et je sélectionne vraiment le polygone sur lequel je vais travailler. Là, c'est vicieux, hein. Voilà, donc on n'a plus les petits pointillés du bouton, je suis vraiment en train de travailler sur l'objet de base qui est dans le bouton et dans la partie survol du bouton. Est-ce que vous suivez? Pas de problème? Voilà, avec les touches Alt et majuscule, donc Alt Shift, je vais faire un clic et glisser comme ça et voilà, je l'ai agrandi. Donc je peux un peu voir l'effet que ça va donner quand je clique sur Normal et puis sur Survol. On voit l'agrandissement. En plus de ça, vous pouvez changer la couleur, le faire un peu plus vif peut-être. Voilà, il va devenir vert vif. Allez, je teste. Je teste dans le panneau aperçu de l'interactivité, je recharge ça. Voilà, ça fonctionne. Quand on survole le bouton lecture, il s'agrandit et devient plus vert vif. Bon, c'est sympa, ça amène de la vie. Alors la question qu'on me pose parfois, est-ce qu'il est possible de mettre des GIFs animés en tant que bouton? Non, les GIFs animés ne fonctionnent pas dans du Flash. Dans du HTML, ça fonctionnera, mais pas dans du Flash. Donc dans du Flash, je pense qu'il faudra utiliser le système des sprites pour avoir de l'animation. Ce qui est une succession d'images pour Flash. Mais voilà. Ça, j'avais pas fait l'agrandissement là, uniquement là. Bon voilà, si vous l'avez fait sur le bouton play, c'est bon.
Donc on est d'accord, pas de recadrage possible sur la vidéo. Si vous voulez qu'elle apparaisse dans un cercle au lieu d'être dans un carré, il faut faire ça dans Handbrake ou dans Adobe Media Encoder. Mais quoi, je suis même pas possible, je suis même pas certain que ce soit possible dans Handbrake et dans Adobe Media Encoder. Donc il y a un autre logiciel qui viendra à votre rescousse, c'est Photoshop, qui génère aussi de la vidéo. Il y a une table de montage vidéo dans Photoshop, on peut faire ça, on peut, si vous voulez qu'on fasse ça, on peut mettre la vidéo dans un cercle. Mais ce ne sera pas la transparence autour. Il faudra la mettre sur un fond qui a la même couleur, il faudra prévoir. Hein? Si elle est sur un fond gris dans le PDF interactif, il faut que dans Photoshop, j'ai le même gris autour de la vidéo pour donner l'impression qu'il y a voilà, un cercle. Donc voilà un petit exercice avec l'affichage, masquage de boutons. Donc voilà le canevas. Vous avez un bouton qui permet d'afficher un texte. Alors j'ai pas fait vraiment du texte ici, hein, mais ça pourra contenir du texte après. Donc on va d'abord faire le canevas comme ça. Le bouton fait apparaître le texte qui au départ n'apparaît pas. En même temps, ça fait apparaître deux miniatures de deux images. Quand on clique sur les miniatures, ça fait apparaître la même chose en grand. Je vous montre au niveau interactivité ce que ça donne. On démarre donc du bouton. On clique sur lui. Le texte et les deux images en petit apparaissent. Quand je clique sur l'image du dessus, elle apparaît là. L'image du dessous, elle apparaît là. Voilà, je peux passer de l'un à l'autre. Ah oui, quand je clique sur le texte, tout s'en va. Voilà. Ça vous paraît faisable, ça? Ah, c'est pas si évident que ça. Je viens de passer un peu de temps à le faire. C'est pas le truc qui se fait en 2 minutes. Donc, rien qu'avec du masquage de l'affichage de boutons. Alors, surtout, nommez bien vos choses. Hein. Si vous nommez pas vos choses dans la liste des masquages affichage, vous n'allez pas vous y retrouver. Il faut bien donner un nom correct à... Alors quel nom vous donnez, c'est vous qui choisissez, mais je vous conseille de ne pas choisir un nom trop long, parce que dans l'interactivité, ça foire. Si vous mettez plus de 30 caractères, plus de 32 caractères, c'est foireux, ça foire. Évitez les accents. Parce qu'après, ça peut poser des problèmes. Et évitez les espaces aussi dans les noms. Quoique ça... Oui. Faites un nom web-safe, quoi, pour bien faire. Comme ça, vous êtes vraiment compatible pour tout. Si jamais ce projet doit être exporté en HTML, il sera prêt, quoi. Les noms seront bons. Donc, je vous répète... Un bouton, quand on clique sur lui, ça fait apparaître une zone de texte et deux images. Quand on clique sur les images, elles apparaissent en grand sur le côté. On peut passer d'une image à l'autre, ça change. Quand on clique sur le texte s'en va, les deux petites images et les deux grandes aussi. Allez-y, je pense qu'en 10 minutes, ça devrait le faire. Le premier qui est arrivé à le faire m'appelle pour que je vois. Hein. Et voilà. Et vous êtes autorisé à vous entraider si vous voulez. Même si c'est plus trop à la mode, allez-y. Donc, la solution de l'exercice. Le bouton ici, je l'ai appelé bouton de l'entrée vers tout. Celui-ci, c'est le texte. Celui-ci, c'est l'entrée vers l'image 1, l'entrée vers l'image 2. Puis on a évidemment l'image 2 et en dessous, on a au même endroit l'image 1. Voilà. Donc c'est juste de l'affichage et du masquage de boutons. Le bouton d'entrée vers tout. D'abord, tous les boutons sont, sauf celui de départ, là à gauche, mais tous les boutons sont masqués jusqu'au déclenchement, bien sûr. Sauf le premier, c'est logique. Donc, le premier fait apparaître le texte, fait apparaître
la petite vignette que j'ai appelée entrée image 1 fait apparaître l'autre petite vignette que j'ai appelée entrée image 2. Voilà, c'est juste ce qu'il fait, le premier bouton. L'entrée image 1 fait apparaître l'image 1, mais il fait aussi disparaître l'image 2. Ça, c'est l'entrée image 1, fait disparaître l'image 2. L'entrée image 2 fait apparaître l'image 2, mais il fait aussi disparaître l'image 1. C'est important. Il faut laisser la place à l'image qu'on veut afficher. Le bloc texte fait disparaître l'image 1, l'image 2, les petites vignettes entrée image 1, entrée image 2, et lui-même. Voilà. C'est donc ce que vous avez réussi à faire. Alors non, c'est pas ça. Si tu fais ça, c'est trop compliqué. Si tu fais en sorte que le bloc texte fasse apparaisse et puis qu'il fait apparaître les vignettes, non. En fait, c'est le bouton de départ qui fait apparaître les 3 boutons d'un coup. C'est ça, hein, parce que sinon c'est trop compliqué, hein, parce qu'il ne peut pas à la fois masquer tout le monde et faire apparaître les deux là. Et ou alors il faudrait jouer avec deux blocs texte identiques superposés, un effet de bascule comme on a fait sur le bouton pause, c'est trop compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que le premier bouton fait donc apparaître le texte et l'entrée, la petite vignette et les deux petites vignettes en fait. Voilà, c'est ce qui avait été montré. Sinon, ça devient impossible à gérer si vous commencez à faire des effets de bascule de boutons identiques qui remplacent un autre. C'est ce que vous avez fait? Et ça a marché? Oui, techniquement, c'est possible. Mais regardez, dans mon exercice, le premier bouton fait apparaître le texte et les vignettes. Voilà. En fait, j'avais mal compris. Je pensais que le premier bouton devait aussi tout retirer à la fin. Ah non, si le premier bouton retire tout à la fin, c'est techniquement possible, mais il faut en mettre deux alors, superposés identiques, comme avec le bouton pause. Ici, on n'a pas fait d'effet de bascule comme on a fait pour le bouton pause, sinon au niveau programmation, ça devient compliqué. Et encore, on n'a que 2 images là, quoi. C'est ça, hein. Il faut penser, on n'a que 2 images à faire apparaître. Si vous en avez 5, 6, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'il y a un autre système qui existe, qui s'appelle les objets à états multiples dans InDesign. Sauf que ça ne marche pas dans le PDF. Sauf qu'il y a une astuce pour que ça marche. Donc, on fera ça. Bon, j'ai un autre exercice qu'on fera plus tard, je vous le montre. Je vous laisserai peut-être chercher pour voir comment on arrive à le faire. Je vous montre, mais ne le faites pas maintenant. Donc, dans cet exercice, j'ai 3 boutons comme ça. Alors, je passe dans l'aperçu de l'interactivité et je vais vous montrer ce qu'il va falloir obtenir. Donc au départ, on n'a que les 3 boutons. Quand on les survole, ils ne changent pas de dimension, mais c'est l'image à l'intérieur qui s'agrandit. Pas difficile à faire ça. Quand on clique sur un bouton, ben, l'image apparaît en grand. Un autre, c'est cette image-là, et un autre, c'est cette image-là, quoi. Voilà. C'est tout bête. Ça aussi, c'est sympa comme effet d'animation, un agrandissement comme ça. Ce qui se fait aussi, c'est parfois que les images sont en noir et blanc et quand on les survole, elles deviennent en couleur. Ça demande un travail de préparation dans Photoshop. Il faut 2 images, il faut 2 versions d'image. Ou alors une seule image, mais on utilise le principe de la composition de calque dans InDesign. C'est-à-dire que c'est des jeux de calques qu'on prépare dans Photoshop. Oui, la composition de calques. Ça, vous ne saviez pas qu'on peut préparer des jeux de calques, afficher, en masquer certains calques dans Photoshop et récupérer ça dans InDesign. Ça, ce serait intéressant de faire aussi. Enfin, il y a plein de choses intéressantes, c'est fou. J'en peux plus, moi. Je bouillonne, moi, ici. Ok, mais ça, vous allez essayer plus tard de faire cet exercice. Je pense que vous êtes capable de le faire par vous-même, cet exercice. On va passer à un autre sujet dans InDesign ici, au niveau des diaporamas images, c'est ce qu'on appelle les objets à états multiples. Donc, vous allez importer vos 3 images que vous avez été chercher tout à l'heure. Fichier importé dans un nouveau document. Faites un nouveau document
format 1024-768. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est les objets à états multiples, donc les OEM en français, mais la plupart du temps vous allez voir l'abréviation en anglais, les MSO Multistate Objects. Donc si je tape MSO InDesign, je vais trouver des choses sur les objets à états multiples dans InDesign. Donc c'est quelque chose qui est prévu pour faire des magazines interactifs en HTML avec le système DPS de InDesign qui n'est actuellement disponible que dans la version entreprise de la Creative Suite, la Creative Cloud de Adobe. En 2014, dans la version 2014, tout le monde pouvait l'avoir dans la version 2014, mais après ils l'ont retiré, c'est assez ennuyeux, un sale coup qu'ils ont fait aux utilisateurs qui s'étaient investis là-dedans. On vous met un truc dans la version 2014, il est inclus à InDesign 2014, le DPS, donc le Digital Publishing Suite, et il est dans la version 2014, mais dans la version 2015, ils l'ont retiré. Il fallait la version entreprise, c'est à peu près 300 € par mois pour avoir la version entreprise de la Creative Cloud. Donc, ça le coup, et c'est pour ça que les gens se sont rabattus sur des solutions comme Aquafadas ou Twixel ou autres. Donc voilà, les objets à états multiples, les multistate objects. Et normalement, donc dans un PDF, ça ne fonctionne pas, mais on va utiliser une petite astuce pour que ça fonctionne. Donc, je vais dans InDesign et on crée un nouveau document format 1024-768. On va importer les 3 images d'un coup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'importation avec le système des grilles à l'importation. Si vous ne connaissez pas, vous regardez, vous allez faire après. Donc, fichier importé. Je vais aller chercher des images que j'ai là. 3, puisque vous en avez pris 3. Voilà, elles sont toutes les 3 donc dans le curseur. OK. Alors regardez bien, je fais un cliquer glisser. Je ne lâche pas le bouton de la souris. Je joue sur les flèches haut et droite sur le clavier, ce qui me fait des grilles. Mais dans ce cas-ci, je vais faire une seule rangée. Donc la flèche, j'appuie sur la flèche vers le bas, hein, parce que si j'appuie sur la flèche vers le haut, évidemment, ça crée des rangées multiples. Je peux créer plein de colonnes, mais j'ai que 3 images, donc j'en fais 3. Voilà. Donc 3 images, vous voyez. Est-ce que ça se voit sur la projection? Oui, ça se voit, extraordinaire. Je lâche le bouton de la souris, les 3 images sont là. Ensuite, il me suffit de faire Objet, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. On voit qu'elle remplisse le bloc. Ensuite, il me suffit de faire dans la palette transformation, pardon, pas transformation, menu fenêtre, objet, mise en page, alignement. Il me suffit de les superposer en fait. Hein. Voilà. Ça va? Vous saurez faire? Oui, oui, allez-y. Il faut évidemment qu'elles aient la même dimension. Et c'est ça l'intérêt de la grille d'images, c'est que ça vous fait forcément à l'importation des images qui sont toutes dans des blocs de taille identique. Alors, quand c'est fait, vous enregistrez le fichier, il ne faudrait pas perdre ça. Je vais appeler ça MSO 01. Donc actuellement, j'ai bien 3 images qui sont parfaitement superposées. La palette des calques me le montre. Les 3 images sont là. Oh, les noms sont longs. Il n'est pas certain que dans un projet interactif, ça passerait. On va essayer comme ça. Mais chez moi, les noms sont un peu tirés en longueur. Je n'ai pas renommé ce qui venait du web là. Il vaut mieux des noms de moins de 32 caractères, c'est mieux. Charmante bestiole. Celle-là est charmante, hein, avec ses petits yeux maquillés là. Non? Alors, vous allez les sélectionner, toutes, d'une manière ou d'une autre, toutes les 3. Et vous allez dans le menu fenêtre, objet interactif,
puisque état d'objet. La palette qui s'appelle état d'objet. Alors, cliquez sur le bouton nouveau, c'est ce qu'ils disent, pour faire de chaque objet un état indépendant. Option clic pour conserver les objets dans le même état. Ok, on va donc cliquer sur le bloc de feuilles là dans la palette état d'objet, et les 3 images qui étaient sélectionnées sont maintenant réunies en un seul objet. Ça se voit dans la palette des calques. Un objet qui s'appelle A état multiple numéro 1. Voilà. Oui, si on déploie dans la palette des calques ça, on voit état 1, oui c'est l'état qui est actuellement sélectionné, état 2, vous voyez quand vous activez les états dans la palette état d'objet, vous avez un peu à la manière d'un bouton quoi. Avec l'état normal et l'état survol du bouton, ici c'est un objet à état multiple. Ça pourrait être du texte aussi, c'est pas seulement des images, ça peut être du texte ou un mélange des deux. Il pourrait y avoir certains états qui sont du texte, d'autres des images. Alors à quoi ça sert? Ça sert à faire des diaporamas complexes, parce que j'aurais pu faire un objet à état multiple avec 20, 30, 50 images, c'est pas un problème. Alors qu'avec le système des boutons, comme on a vu avant, il faut tout programmer dans la palette boutons, ça devient compliqué quand vous avez plus de 3 images, quoi. Clairement, ça devient chipot. Donc voilà. Alors je vais agrandir ici quand même les images pour qu'elles occupent à peu près 2/3 de la page. Je vais même les faire aller jusqu'au bord. Donc avec l'outil de mise à échelle, j'espère que ça va fonctionner parce que je me souviens que ça pouvait poser un problème, mais non, ça devrait aller. Voilà. Non, ça ne va pas. Annulez ça. Il faut en fait les agrandir avant de les transformer en objet à état multiple. C'est pas grave, n'agrandissez pas. Je savais qu'il y avait une Sakwek Inalena ici. Bon, ça peut s'annuler l'objet à état multiple, aussi. Le temps d'agrandir et puis on en refait un. Ok, mettez ça dans un coin alors. N'essayez pas d'agrandir. Et on va faire 2 blocs texte, vite fait, 2 boutons. Bon ben voilà, je fais le premier ici. Dans ce bloc texte, je vais dire image suivante. Voilà, image suivante. Je le formate, c'est-à-dire que je vais dans les options de bloc de texte, CTRL B, le centrer verticalement, puis le centrer horizontalement avec la palette paragraphe. Voilà. Agrandir éventuellement le texte avec la palette caractère. Enfin, vous faites un bouton en fait qui s'appelle image suivante. Donc, comme couleur de fond, je vais mettre une couleur. Voilà, on va dire c'est bon. J'enregistre. On n'est jamais trop prudent, j'aime pas de bosser pour rien. Bon, il y aura un bouton qui va s'appeler image précédente, mais occupons-nous déjà de celui-là. Je sélectionne ce bloc et je vais le transformer en bouton, donc il me faut la palette boutons. Où se cache-t-elle? Allons-y dans objet interactif, bouton et formulaire, voilà. Bouton, c'est transformé en bouton. Quel est le script? Déjà, je vais renommer le bouton. Quel est le script? Ça va être atteindre l'état suivant. Et alors, dans la liste, là, vous voyez que c'est uniquement pour le Flash et l'EPUB, les sites en Shockwave Flash et les livres électroniques en technologie EPUB. Ça n'est pas pour le PDF. Sinon, ce serait au-dessus, là, dans les premiers scripts. Si vous précise que c'est pour le SWF et l'EPUB, c'est que ça ne marchera pas dans un PDF. Vous avez choisi atteindre l'état suivant, voilà.
On va tester pour voir ce que ça donne par la, comme d'habitude, l'aperçu de l'interactivité EPUB. On pourrait exporter chaque fois un PDF si on avait Flash installé dans votre ordinateur. Ok, alors qu'est-ce que ça dit? Si je clique sur le bouton, bah, ça passe à l'image suivante. Et voilà. Oui, ça fonctionne en boucle. Parce que je pense que dans le bouton, c'était prévu comme ça. Non, on n'a pas dû préciser qu'il fonctionne en boucle. Ah si, en fait, il y a la possibilité qu'arrivé à la dernière image, il ne fasse pas la boucle, il faut le préciser. Arrêter au dernier état. Voilà. Donc, il ne faut pas demander que ça marche en boucle, il faut demander que ça ne marche pas en boucle. Là, c'est une logique différente. Mais vous pouvez le faire en boucle, ce n'est pas un problème. Hein. Donc, vous ne cochez pas ça, logique. Est-ce que ça a fonctionné chez tout le monde? Parfait. Alors, voilà. Je vais dupliquer le bouton. Avec la flèche noire, je le déplace en enfonçant la touche Alt. Évidemment, ici, je vais renommer. Ça va s'appeler image précédente. Bien sûr, on aurait pu utiliser des flèches en forme de triangle ou quoi que ce soit pour, en tant que bouton. Hein. Ok, en attendant que tout le monde ait fait ça, je vais mettre un petit effet de renfoncement, comme sur des boutons, sur ce texte-là, pourquoi pas. Donc, il faut que j'arrive à sélectionner dans la palette des calques l'objet qui est à l'intérieur de... Là, voilà. D'accord ? L'objet. Tiens, j'ai pas bien nommé les boutons là. C'est un peu foireux. Je vais l'appeler image précédente. Ok. Et celui-là s'appelle. Il faut qu'il s'appelle image suivante. Voilà. Ok, là ils sont mieux nommés quand même. Ok, bon, ceux que ça intéresse, regardez, vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez dans les effets spéciaux ce système-là. Donc, par la palette des calques, je vais vraiment arriver à sélectionner le bloc texte, là, voilà, en ouvrant. Ensuite, je vais dans la palette Objet, Effets, Transparence. Et alors, on va essayer un biseautage et estampage. Ça ne marche pas ici. On va le faire sur le texte, en fait. Voilà. Donc voilà, quand vous êtes dans les effets spéciaux, vous avez la possibilité de mettre des effets spéciaux sur tout l'objet, le bloc et son contenu, ou uniquement sur le contour, sur le fond, ou dans le cas d'un bloc texte, uniquement sur le texte. Voilà. Et alors ici, vous devriez avoir un truc qui s'appelle estampage oreiller, qui vous donne un peu cet effet, vous voyez. Ça peut être sympa. Comme si le texte était un peu comme dans un vrai bouton renfoncé. Voilà. Après, changer la couleur du texte va éventuellement aider aussi. Vous ne connaissiez pas ça? Vous ne saviez pas que dans les effets spéciaux, il y avait possibilité de viser uniquement le contenu, ou le contour, ou le fond, et pas nécessairement tout l'objet? Ah, ça vous saviez, mais l'estampage oreiller, non. Ça, vous n'aviez pas vu. Voilà. Donc, ça donne un petit effet vieillot. L'oreiller le dimanche matin, oui. C'est certain. Ok. Bon, j'ai pas vraiment bien paramétré ça. Il est possible de revenir dedans. Objet, effet, biseautage et estampage.
Vous avez remarqué que j'ai bien sélectionné dans la palette des calques l'objet, avec la petite carré ici. Hein, l'objet, le rectangle qui contient le texte qui est dans le bouton, qui s'appelle l'image précédente. Voilà, au niveau de la taille, ici, il y a des choses à faire. Ah, je suis sur l'objet. Misère, erreur. Je décoche ça. Il faut que j'aille sur le texte. Voilà, c'est là. Oui, il faut faire attention. Quand vous revenez dans la boîte, il vous met d'office sur l'objet, mais il faut retourner sur l'effet spécial du texte dans la liste ici. Biseautage, estampage sur le texte, et sur l'objet, il n'y a rien en fait. Ok, disons que c'est bon. C'est pas génial, mais on va supposer que c'est bon. Évidemment, pour l'appliquer sur l'autre bouton, je fais un style d'objet. Voilà, je l'appelle bouton suivant et précédent. OK. J'applique rapidement. Et voilà. Ah oui, la couleur du texte n'a pas été prise en compte dans le style. Il faudrait que j'inclue le style de paragraphe en fait pour ça. Au style d'objet. Donc un style imbriqué. Il est possible il faudrait que je fasse un style de paragraphe pour le texte et que je l'inclue dans le style d'objet, mais c'est un peu compliqué. Je vais carrément directement, manuellement ici, mettre la bonne couleur sur le texte. Ah, ça devient compliqué à manipuler. Il faut savoir manipuler InDesign. Je présuppose que vous connaissez déjà InDesign, donc... On ne commence pas InDesign avec du PDF interactif, évidemment. C'est un truc qu'on fait normalement après. Ok, donc ce bouton qui s'appelle image précédente, qu'est-ce qu'il a comme action? Donc, dans la palette boutons et formulaires que je n'arrivais pas à trouver tellement c'est la foire ici. Les gens sérieux dans InDesign, ils font leur propre configuration de palette, ils font un truc bien. Ok, je vais retirer donc afficher l'état suivant, puisque ça il a hérité, c'était la copie du bouton de l'autre bouton. Voilà. Et on va lui mettre afficher l'état précédent, tout simplement. Voilà, afficher l'état précédent. Donc quand on teste, on va pouvoir naviguer facilement d'une image à l'autre. Image suivante, image précédente, image suivante, image précédente, ça marche. Ok. Vous savez quoi? Dans la logique, ce serait bien que avant, au tout début, il n'y ait que le bouton image suivante qui apparaît. Il n'y a pas de raison que, avant que je sois passé à l'image suivante, ceci apparaisse. Donc, je pourrais peut-être ceci dire qu'il est masqué jusqu'au déclenchement. On pourrait aussi le faire un peu plus fade, c'est une autre option, pour indiquer qu'il n'est pas actif. Mais ici, je vais dire que carrément, il n'apparaît pas. Et celui-là, image suivante, non seulement va passer à l'état suivant, mais en plus va faire apparaître l'autre bouton qui s'appelle image précédente. Voilà. D'accord? Donc je regarde ce que ça donne. Voilà, image suivante, et image précédente apparaît. Ça paraît bien, on a l'impression d'avoir de l'intelligence artificielle. Hein. Incroyable. Alors que c'est bêtement de la programmation de base de chez base, hein, sans vouloir faire de pub pour les téléphones. Voilà. Ok? Ok. De toute façon, votre bouton image suivante, là, vous l'avez. Même si vous n'avez pas fait le bouton image précédente, vous avez le bouton image suivante. Ça marche dans la fenêtre là de preview du
EPUB, mais dans un PDF interactif, ça ne marchera pas. Alors, vous pouvez éventuellement tester ça. Vous pouvez exporter au format PDF interactif. Et vous allez voir que ça foire dans le PDF. Voilà. Je suis dans le PDF interactif. Je clique. Alors là, le bouton là est apparu, ça marche. Mais par contre, pour passer à les images en revue, ça ne marche pas. Ah oui, on a un petit cadre gênant ici. Il y a des solutions pour l'enlever, en fait. C'est une autre histoire. En tout cas, quoi qu'il en soit, un système d'objets à état multiple ne fonctionne pas dans un PDF interactif. Comment faire? Ben, open your eyes, ouvre tes ouilles, je vais te montrer comment faire. C'est une astuce qui est connue, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est pas du Flash dans InDesign, là. C'est prévu pour des sorties en HTML. Donc, la solution consiste à faire ceci. Un export en Flash. Donc, pas en FLA, parce que ça, c'est pour ouvrir dans le logiciel Flash pour continuer à modifier les choses. Non, on fait vraiment un site Flash, SWF. Voilà, donc plutôt que d'exporter un PDF, j'exporte un SWF. Je vais même le mettre dans un dossier parce que ça va me faire peut-être plusieurs petites choses. Je vais appeler ça export SWF. Il devrait y avoir plusieurs petites choses, une page HTML, un fichier SWF. Voilà, donc j'ai créé un nouveau dossier rien que pour lui en fait. Sinon ça devient la foire. Voilà, ok, je vais exporter ça. Ça devrait s'ouvrir dans un navigateur web. Tiens, j'ai pas Flash dans Firefox, non c'est logique. Je crois qu'il n'y a plus Flash dans Firefox. C'est pas grave. J'arrive pas à vérifier que ça fonctionne, mais en tout cas, il est là. Il est dans son petit dossier. Là, export SWF. Il est là, voilà. Un fichier HTML, un fichier SWF. Ok, le HTML ne va pas me servir. En fait, il sert seulement à visualiser le SWF dans un navigateur web. Ce qui m'intéresse, c'est le SWF qui est là. Donc, dans un nouveau document interactif, où est-il? Ah mais non, pas impression, idiot, web. On fatigue. Dans un nouveau document, 1024-768, j'importe quoi? Le SWF qui est là. Et en fait, ça, c'est une transformation du HTML en Flash. Et donc, logiquement, dans un PDF, le Flash fonctionne. Voilà, je le mets là, il est là. Est-ce que je peux le visualiser avec fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité? On va voir. Non, on n'arrive pas à le visualiser ici parce que le Flash ne fonctionne pas dans les EPUB. Et oui, c'est bizarre. Hein. Par contre, je vais exporter maintenant ce truc-là en PDF interactif. Donc le document InDesign qui contient le SWF, qui est une transformation d'un autre document InDesign, je vais l'exporter en PDF interactif et normalement le diaporama va fonctionner. Voilà. Oui, il faut cliquer pour activer Flash, mais dans le panneau multimédia, je pense que je peux l'enclencher pour qu'il, dès qu'il s'ouvre, ça fonctionne. Alors voilà, image suivante, ben, ça marche. Hein. Là, ça marche, voilà. On a transformé un truc qui n'était pas prévu pour du PDF interactif, on l'a transformé en un truc pour du PDF interactif. Donc l'astuce, c'est d'exporter en SWF et de le réimporter dans un autre document. Je veux dire, quand vous faites un diaporama avec des objets à état multiple, vous le faites dans un document à part de votre document principal. C'est bien le point SWF qui est réimporté dans le document.
En effet, Flash Player, le Flash on n'utilise plus trop. Donc dans le PDF interactif c'est encore utilisé, mais il était question d'intégrer du HTML dans les PDF, mais c'est pas encore fait. Et oui, en fait dans InDesign, on a à l'intérieur de InDesign plusieurs technologies qui existent pour faire du SWF si on veut, ou du HTML si on veut. Ici, dans le panneau multimédia, j'ai sélectionné mon importation SWF et j'ai coché lire au chargement de la page et vous allez voir que ça va marcher tout de suite. Tout à l'heure, j'ai dû... quand j'ai ouvert, j'ai dû cliquer pour voir apparaître les choses. Là, je ne dois pas cliquer. Donc, voilà, ça marche.